Mais quelque chose capte son attention. Il y a d'autres personnes ici, des figures effrayées, et parmi elles se trouve le cardinal Nikolai. Leur présence en dit long. Personne n'a cru que le jeune homme réussirait réellement à obtenir ce grimoire. Le protagoniste fait face au clerc et lui demande pourquoi il est là, puisqu'il avait déjà fait savoir que l'Église ne prendrait aucune responsabilité pour ce qui se passerait dans cet endroit. Avec un sourire légèrement moqueur, il conclut que l'homme n'a tout simplement pas pu faire confiance à son propre accord et est venu en personne pour le supprimer, une grave erreur. Brave. C'est le monde de la noirceur, et pour quelqu'un de la lumière, il ne pourrait y avoir pire endroit pour livrer un combat. La fille aux cornes incline la tête, curieuse, et demande à son frère s'il peut lui permettre de dévorer ces personnes. Le jeune homme la regarde un moment et répond froidement que si elle devient un musical malade, ce ne sera pas son problème. La petite fille sourit, excitée, disant qu'elle aura enfin une fête après avoir été longtemps prisonnière de ce vide gelé. Nikolai commence à prier avec urgence, invoquant le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une lumière intense prend forme derrière lui, et une entité angélique descend sur le champ de bataille. Les autres soldats suivent son exemple, levant la voix en prière. Leur dos se déchire dans la lumière, des ailes émergent, et leur corps se transforme en figures divines ressemblant à des anges. Le protagoniste observe en silence. Il savait déjà que ce ne serait pas simple. Les figures ailées avancent à une vitesse absurde. Le jeune homme bouge à son maximum, esquivant coup après coup, sentant le danger effleurer son corps avec chaque frappe. Musique, une lame lui passe presque dessus. Sans hésiter, il répond par sa magie, lançant des projectiles sombres, mais les créatures musique l'évitent avec une précision terrifiante. Nikolai lève le crucifix et déclare que le garçon est encore limité au 3e cercle, musique et que le grimoire du bouc noir ne peut pas non plus libérer son pouvoir dans de si jeunes mains. La lumière autour du cardinal s'intensifie, comme si la divinité elle-même était canalisée à cet instant précis. La fille aux cornes se porte les mains aux oreilles, visiblement affectée par cette énergie sacrée, mais quelque chose en elle change. Son visage se tord, non pas de douleur, mais d'une irritation pure. Une énergie sombre commence à s'échapper de son corps, dense et violente, distordant sa silhouette. Des tentacules émergent. Les anges avancent sans hésitation et coupent tout en un seul mouvement. L'un d'eux apparaît devant elle et déclare que l'heure du jugement est venue. Au prochain instant, quelque chose va de travers. Les tentacules se régénèrent instantanément et ripostent avec brutalité, projetant les anges loin. Nikolai observe, alarmé, demandant si ses guerriers tiennent encore le coup. Une voix résonne, distordue et répétitive, leur ordonnant de louanger. Les anges commencent à changer. Leurs visages se déforment, des veines apparaissent sur leur peau, et leur corps tremble comme s'ils étaient consumés de l'intérieur. Ce qui était une lumière divine se mélange maintenant avec quelque chose de mal, quelque chose profondément perturbant. Musique, les anges se déforment devant les yeux de tous, leur forme sacrée se tordant en quelque chose de grotesque et d'irreconnaissable. La fille aux cornes observe la scène et laisse rire léger, presque enfantin. Elle dit qu'elle a tant manqué ce parfum qu'elle a attendu si longtemps pour ce moment qu'elle va savourer chaque seconde de lui. Ses tentacules avancent sans pitié, déchirant les créatures ailées une après l'autre. Cette entité était un être capable de dévorer même des anges, et le jeune homme qui l'a invoqué n'était pas un prodige de 11 ans. Ce qui se tenait là était quelque chose de bien plus sombre, quelque chose proche du propre fils du diable. Dal la regarde calmement et se rappelle les propres paroles de Nikolai. Les parties du contrat ne portent aucune responsabilité pour ce qui arrive en enfer. Sans issue possible, le cardinal cède. Sa voix tremblante, il supplie d'être épargné. Dal s'approche lentement, étudie l'homme et lui demande ce qu'il a à offrir en retour. Désespéré, Nikolai promet tout, richesse, position, le pouvoir de l'Église sous son commandement, n'importe quoi pour survivre. Un sourire traverse le visage du jeune homme. Il dit qu'il aime ce qu'il a entendu, tend une main vers le visage de l'homme et, avec une expression presque douce, lui demande de lui donner tout ce qu'il possède. À cet instant, il devient clair que le contrat va devoir être réécrit. La magie la plus joyeuse n'est pas juste un pacte. Pour Nikolai, il n'y a plus aucun retour possible. Puis la jeune fille aux cornes appelle Dal à nouveau, souriant d'une manière à la fois douce et perturbante. Elle dit qu'avoir joué avec lui était beaucoup de fun, qu'elle aime son nouveau frère et qu'elle l'attendra. Elle se rapproche, gracieuse et menaçante en même temps, et demande s'il n'a pas peur d'elle. Dal répond calmement qu'il ne l'est pas, mais au fond de lui, il sait que cette existence est bien trop dangereuse pour être révélée à la légère. Une puissance qu'il n'a pas encore maîtrisée complètement, une qui ne peut pas être utilisée imprudemment. Les tentacules de la fille se referment autour de lui alors qu'elle demande s'ils vont pouvoir jouer comme ça encore. Il dit oui, tirant un sourire excité d'elle. Dal lui dit qu'ils se reverront bientôt, et que quand ce jour viendra, elle pourra jouer autant qu'elle veut. Le décor commence à se dissoudre. Le vide cède la place au mur de pierre froide de la geôle de la bibliothèque. Avant de disparaître, la fille dit qu'elle l'attendra pour cette réunion, et ainsi, le chaos de l'enfer prend fin. L'héritier de la famille Saxon reçoit un grand pardon délivré au nom du cardinal Nikolai. Comme symbole d'une nouvelle alliance entre l'Église et le duché, une grande cérémonie est organisée, quelque chose jamais vu auparavant. Et en chemin vers le retour, le jeune homme ne voyage plus comme un pèlerin inconnu. Personne n'ose se mettre sur la route de l'épée du jeune maître noir. Quelques mois passent. Charlotte est aux arènes d'entraînement lorsqu'Helmut demande avec fermeté et assurance si la demoiselle est prête à commencer.
À cet instant précis, une énergie violette commence à rayonner de son corps. L'aure devient dense et vibrante, l'enveloppant complètement alors que sa concentration atteint son apogée. La lame est prise par une énergie sombre teintée de violet profond, comme portant un pouvoir au-delà du commun. Autour d'elle, les soldats ne peuvent cacher leur excitation. Helmut observe avec un sourire léger et reconnaît que manifester un aura à ce niveau si jeune est quelque chose d'extraordinaire. Musique puis une voix perce le moment, appelant Charlotte à Horar. Dal s'approche, fixe la fille d'un regard sérieux et demande, par l'honneur de son seigneur, sa famille, et tout. Elle doit protéger, Musique fait-elle serment comme un chevalier pour accomplir son devoir? Sans hésitation, Charlotte plante son épée dans le sol et s'incline devant lui. Sa réponse est ferme. Elle jure cela du fond de son cœur. Dal pose la pointe de son épée sur ses épaules dans un geste solennel et demande si elle jure de résister à l'avarice, de protéger les faibles et de punir le mal. La blonde élève la voix, résolue, et jure encore une fois. Puis, au nom de la famille Saxon, Dal la nomme Sœur Charlotte, son chevalier. Les deux marchent côte à côte après cela. Dal, réfléchit, demande si elle croit vraiment que ça va fonctionner. Charlotte répond sans hésitation qu'elle le fait. Elle dit qu'elle a choisi l'épée de la famille Saxon parce que c'est cette épée qui a façonné qui il est devenu. De sa propre volonté, elle a abandonné son rapier et a choisi l'immense épée, même si ce n'était pas le chemin plus facile. Peut-être qu'il avait sous-estimé son talent. Dal change de sujet. Il dit avoir reçu des informations troublantes. Une armée massive d'orques se rassemble au-delà du territoire du roi démon, et selon tous les contes, le chef de guerre lui-même mène les troupes. Son père a déjà convoqué les forces du duché et tous les lords du Nord. Une grande guerre est sur le point de commencer. C'est pourquoi il veut que Charlotte combatte à ses côtés, pas seulement comme allié, mais comme son vrai chevalier. Charlotte répond avec une gravité silencieuse qu'elle comprend. Elle promet d'être l'épée qui protégera son seigneur avec toute son honneur. Dal esquisse un sourire, sachant sans aucun doute qu'elle sera une alliée redoutable. En même temps, le duc examine des rapports avec une expression grave. Des mouvements d'une grande armée d'orques ont été détectés descendant des terres sombres. L'un des informateurs demande nerveusement si cela pourrait être la grande migration démoniaque encore une fois. Un autre répond que c'est très probable. Quand le héros a vaincu le roi démon aux côtés de l'Empire, l'invasion précédente n'était qu'une fraction de ce qui restait encore. Il y a toujours des démons là-bas se battant pour survivre. Le duc déclare qu'il a déjà ordonné la convocation de tous les lords du Nord, de la Tour Noire et des ordres chevaleresques sous son commandement. Ce qui vient sera une guerre d'une ampleur jamais vue auparavant. Puis il regarde son fils. Son regard est sérieux. Le moment est enfin venu pour lui enseigner comment utiliser la nécromancie sur le champ de bataille. Ce même après-midi, père et fils sont dans l'atelier souterrain du Duc Noir. La première leçon de nécromancie commence par une question directe. Quelle est la différence entre un chevalier des morts et un simple mort-vivant? Dal répond que cela doit être la même différence qu'entre un chevalier et un soldat commun. Alan secoue légèrement la tête. La réponse n'est correcte qu'en partie. Avoir de la force ne suffit pas. La vraie différence est le maîtrise de l'aura de l'épée. Musique devant eux se trouve un corps sans vie, un chevalier qui a récemment tombé dans la guerre noire et blanche, et qui même en mort a juré que son corps servirait la famille Saxon. Musique d'un simple claquement de doigts, une aura sombre traverse le cadavre, s'infiltrant comme si elle réveillait quelque chose qui dormait. Alan explique qu'à plus haut rang un chevalier a envie, plus puissant sera le chevalier des morts élevé à partir de lui. Et que les chevaliers, vivants ou morts, restent des soldats d'orgueil, une chose que Dal doit jamais oublier. Après la démonstration, le duc se tourne et demande à son fils de le suivre. Il y a quelque chose de plus important à sera montré. Musique les deux descendent dans le donjon, allant plus profond avec chaque pas. Le son de leurs pas résonne à travers le vide. Le silence entre eux est lourd, mais plein de sens, et Dal commence à se demander jusqu'où ils iront. Puis Alan brise le silence et demande si son fils connaît le nom du duc immortel Frédéric, fondateur de la famille Saxon. Dal reconnaît le nom immédiatement. Le grimoire créé par cet homme est gravé dans son cœur, mais il ne répond que qu'il a lu à son sujet dans des livres et que son père lui en avait dit quelque chose. Alan continue, cet homme était un véritable monstre, quelqu'un qui n'hésitait même pas à sacrifier sa propre fille pour la poursuite du pouvoir. Ce qui va être montré est le legs qu'il a laissé derrière lui, l'obscurité d'une ère ancienne. Les deux passent par un portail violet. Alan explique que seulement ceux avec la lignée de sang la plus pure de la famille peuvent passer à travers. Quand ils atteignent l'autre côté, les yeux de Dal s'écarquillent. Devant eux, une foule silencieuse de chevaliers en armure noire, complètement immobiles. Alan révèle la vérité. Le duc immortel a trouvé un moyen de faire fonctionner les morts sans avoir besoin constant de mana. Génération après génération, les leaders de la famille Saxon ont continué ce travail, construisant une armée de morts, l'appelée Ordre de la Mort, et Alan lui-même continue cette légende jusqu'à aujourd'hui. Dal serre les dents. Tout commence à prendre du sens. Les paroles de son père sur prouver sa volonté par des actions, sur ne jamais perdre cette détermination, l'isolement de la famille, la peur qu'ils inspirent dans le monde, ce n'est pas un accident. C'est un choix basé sur une puissance trop sombre pour être accepté par quelqu'un d'autre. Pour un moment, une pensée traverse son esprit. La contradiction est si grande, c'est presque nauséeux. Le duc étend son bras vers cette armée silencieuse et déclare que ceci est leur obscurité, le bouclier qui protégera tout ce qu'ils ont.
puis il demande, sa voix stable, si son fils est prêt à accepter cette puissance. Dal porte sa main à sa poitrine et sent son cœur battre fort, mais sa réponse ne vacille pas. Il dit oui, qu'il a été prêt depuis le début. Peu importe combien cette puissance peut être impure ou sombre, il l'acceptera volontiers. Le garçon élève sa main et commence à concentrer du mana. La concentration est intense parce que ce n'est pas juste pour lancer de la magie. Il essaie de contrôler le cadavre. Le corps mort répond. Il saisit une grande épée avec les deux mains et la tient devant son corps dans une stance solennelle, presque comme un salut. Un moment plus tard, le mouvement change et la lame tranche à travers l'air encore et encore avec précision et force écrasante. Alan observe en silence pendant un moment, puis remarque que la concentration de mana du jeune homme est absurde, raffinée à un niveau inhabituel. Dal admet qu'il ne peut toujours pas contrôler le chevalier mort sans continuellement fournir du mana comme les membres des ordres le font. Le duc convient, mais dit que c'est trop tôt pour ce niveau. Pour l'instant, la chose la plus importante est d'apprendre à utiliser la nécromancie de manière pratique sur le champ de bataille. Le décor change. Une énergie sombre dense remplit l'espace et une musique, plusieurs cercueils autour de la pièce commencent à absorber cela. À l'intérieur, des cadavres de gobelins se relèvent, tordus et agressifs, chargeant en musique droit sur les morts sous le contrôle de Dal. La confrontation ne dure pas longtemps. L'un des gobelins est immédiatement touché par un coup propre. Le chevalier tourne et dans un seul mouvement ample prend. Tout autour de lui, chaque ennemi est anéanti. Puis le silence. Le résultat est absolu. Intérieurement, Alan est surpris. Pas tous les chevaliers de la mort ne sont égaux et le sabre de Dal dépasse même celui des chevaliers du corbeau de nuit. Plus tard, Séphie observe son élève s'entraîner avec un regard différent. Elle ressent une tension dans sa poitrine qu'elle ne peut pas nommer et qui commence à lui poser problème. L'elfe se souvient du jour où le garçon a dit qu'il aimait elle, feignant d'être juste un enfant, mais la maîtresse avait vu ce qui était à l'intérieur, un monde froid et sombre, et le désir silencieux de quelqu'un qui cherche une affection sincère. Alors que le garçon continue à détruire ses cibles, elle essaie de chasser ses pensées. Elle prend une grande inspiration et décide de lui faire des compliments en disant que son contrôle sur la tribu a beaucoup amélioré. Dal explique qu'il a fait un serment à son père de devenir quelqu'un digne de fierté, mais quelque chose chez lui semble troublé. Séphie le remarque et demande ce qui se passe. Le jeune homme baisse les yeux, légèrement hésitant, puis pose une question inattendue, si elle pourrait encore s'occuper de lui-même après avoir vu son côté le plus laid. Il avoue qu'un jour il devra pleinement embrasser le côté sombre de sa famille et musique craint que ce jour-là, sa maîtresse soit déçue en lui. Pour un moment, le silence remplit l'espace. Puis Séphia se rapproche, place ses mains sur son visage et le force à la regarder. Ses yeux ne vacillent pas. Ce simple geste fait battre le cœur du jeune homme plus vite. Séphia regarde son disciple avec un regard profond et dit qu'une vie d'elfe est longue. Même quand il deviendra un vrai homme, elle restera probablement exactement comme elle est maintenant. Pour un moment, ses pensées dérivent. Elle se souvient des rumeurs de la victoire de Dal dans la guerre du Noir et Blanc qui ont parcouru l'Empire. Les gens louaient son talent, mais répandaient aussi sa réputation sombre. Même en entendant tout cela, l'elfe ne pouvait jamais vraiment se sentir heureuse. Elle n'a pas voulu que son disciple suive un chemin de destruction. Doucement, elle dit qu'elle restera à ses côtés jusqu'au jour où il comprendra ses véritables sentiments, non seulement comme une enseignante, mais aussi comme une femme à côté de son homme, et elle fait clairement comprendre qu'il ne sera jamais seul. Puis elle relâche son visage, recule légèrement et déglutit la musique, essayant d'adoucir le poids du moment. Elle change de ton et suggère qu'il reprenne la leçon, mais Dal ne peut pas simplement passer à autre chose. Submergé par les émotions, il avance et l'enlace dans une étreinte serrée. Il lui remercie pour tout ce qu'elle a dit, puis sans hésitation, confesse de tout son cœur qu'il la chérit profondément. Sa voix chargée d'émotion, il lui demande de l'attendre. Dans cette étreinte, le jeune homme se donne à une chaleur capable de chasser même le froid le plus profond en lui, une promesse qui ne sera pas oubliée. Un court moment après, la scène change complètement. Des soldats hissent des bannières colorées qui flottent dans le vent. Pour faire face à l'immigration démoniaque massive, les seigneurs du Nord commencent à se rassembler dans le territoire du duc. Un chevalier en armure avance et pose une main sur son cœur comme signe de respect. Il se présente comme Kenneth de Balderberg, un des seigneurs moyens sous le commandement de la maison Saxon, apportant 30 chevaliers, 100 soldats d'infanterie lourde et 400 soldats d'infanterie commun. Parmi ceux qui arrivent, beaucoup de jeunes nobles portent ambition dans leurs yeux. Ils savent tous exactement qui ils doivent impressionner, le jeune héritier. Bess, fils aîné de la famille Gale, se présente avec assurance et déclare qu'il est prêt à donner sa vie pour son seigneur et partager la gloire du champ de bataille à ses côtés. Près de là, des jeunes nobles femmes approchent également, poussant ceux qui se trouvaient sur leur chemin, louant Dal avec des sourires charmants et disant qu'elles n'auraient jamais imaginé qu'il serait si mature et impressionnant. L'atmosphère change lorsqu'un jeune homme aux cheveux violets s'approche, droit au but. Il dit avoir entendu parler de la force de l'héritier et aimerait voir cela de ses propres yeux. Derrière lui, un homme aux cheveux gris essaie d'intervenir, appelant le jeune homme insolent et offrant ses excuses. Mais Dal lève la main, demandant le silence. Il sait déjà qui se tient devant lui, Yon, le second fils du baron Kenneth. Avec un ton sérieux, Dal répète la demande et demande si cela signifie que le jeune homme veut le tester. Yon répond avec respect, mais sans reculer. Il dit qu'il connaît toutes les histoires sur Dal et n'a jamais douté de ses capacités. Dal sait qu'il a en face de lui, pas un soldat ordinaire, mais le jeune homme connu comme le génie martial de l'Empire.
Avec un sourire légèrement moqueur, il confirme que Sir Yon mène effectivement un groupe de 100 mercenaires qu'il a construit de ses propres mains. La réponse est oui. En tant que second fils d'un baron, son rang au sein de sa propre famille était pratiquement scellé dès le départ. Sans droit à l'héritage, tout ce qu'il pouvait faire était de gagner sa valeur avec une épée. Pour Dal, cela va bien au-delà d'un duel. C'est une opportunité précieuse. Avec un sourire, il accepte le défi. Les deux s'écartent dans la salle et l'ambiance change immédiatement. Cette confrontation n'est pas seulement un test de compétence, mais aussi une bataille pour la position avant la guerre. Yon ajuste sa posture. Dal prévient calmement que son épée est différente de toutes les autres. L'autre répond qu'il a déjà entendu parler de l'épée d'ombre. Puis Dal donne l'ordre, sa voix ferme. Yon devrait utiliser son aura et toute sa force sans retenue ni hésitation. Un ordre que le sabreur accepte. Une aura violette commence à entourer le corps de Yon. Il n'a pas encore atteint le niveau d'un véritable chevalier aux auras complètes, mais sa base est solide et ses mouvements sont propres et bien entraînés. Dal en prend immédiatement note et décide de répondre dans le même sens. Une énergie sombre monte du sol et prend forme, formant une épée d'ombre. La salle entière ressent la différence. La pression change et l'air devient lourd. Dal répète que son adversaire doit venir avec tout ce qu'il a. Le duel commence comme un éclair. Yon charge en avant et sa lame tranche à travers l'air à une vitesse aveuglante, passant dangereusement près du visage de Dal. Le jeune homme esquive d'un cheveu, ses yeux suivant chaque mouvement, mais les attaques ne s'arrêtent pas rapides, puissantes, musiques et animées par une volonté de gagner. À l'intérieur, Yon porte une seule pensée. Son adversaire a toujours eu tout depuis la naissance. Musique, les épées se cognent avec un fracas. Déterminé à prouver qu'un homme sans rien peut encore battre quelqu'un qui a tout, le jeune homme aux cheveux violets charge droit devant, tenant son épée de ses deux mains et frappant directement vers le visage de Dal. Il trouve une ouverture. Son corps se déplace légèrement et la lame se rapproche du protagoniste. Le coup de Yon arrive avec toute sa force, mais alors que le jeune homme était encore en train de récupérer. Son attitude, c'est lui qui est pris au dépourvu. Le sabre de Dal est à quelques pouces de son visage. Aucun coup n'est porté. Au lieu de cela, une longue ombre se forme sur le sol et en surgissent des lames faites d'obscurité. Dal sourit avec la confiance de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. D'un mouvement de main, les lames avancent et Yon esquive avec une agilité impressionnante, son aura toujours active autour de son corps. Dal observe son adversaire et décide que le jeune homme est digne de lui permettre de se faire un nom. Dans un ton moqueur, il annonce qu'il ne bougera pas d'un pouce, que Yon peut venir vers lui. Les yeux brûlants de haine, le chevalier saute en avant et jure que le garçon regrettera d'avoir sous-estimé son adversaire. Leurs sabres se croisent à nouveau et Dal tient le coup sans céder un pouce. Autour d'eux, les spectateurs regardent le duel dans un silence tendu. La surprise est évidente. Personne n'attendait autant d'un garçon de 11 ans, mais le fils aîné de la maison Saxon en musique prouve qu'il est un véritable guerrier. Dal avance encore et provoque, laissez Yon essayer d'esquiver le prochain. Une explosion d'énergie sombre vole vers le chevalier, mais le jeune homme réalise que son adversaire ne cherche pas à porter de coups. Il essaie d'impressionner en musique les seigneurs du Nord et leurs fils. Insulté par cette démonstration, Yon tranche l'énergie sombre avec son sabre et charge en lui mettant tout ce qu'il a, mettant toute sa force et sa détermination dans le coup. Le jeune homme aux cheveux violets donne tout parce que reconnaître que le talent de Dal était l'incarnation vivante de l'injustice du monde était quelque chose qu'il ne pouvait simplement pas faire face. Mais quand son sabre se fend en deux, la vérité ne peut plus être ignorée. Yon s'agenouille. Musique, il pose le bout de son sabre brisé sur le sol et baisse la tête dans l'admission de sa défaite. Dal est seul avec ses pensées pendant un moment. Peut-être qu'il a si bien performé grâce au livre du bélier noir. Lors du combat, tout le monde semblait ralentir. Le sabre d'ombre lui paraissait être une extension de son propre corps et les lames d'ombre répondaient comme des tentacules sous son contrôle. C'est le combat avec Yon qui a rendu cette croissance visible. En transformant son aura en éclat d'ombre, Dal tire vers son adversaire, non pas pour causer du tort, juste comme démonstration. Puis il se tourne vers la salle avec un regard défiant et demande à voix haute si quelqu'un d'autre veut essayer. La réponse vient sous une forme différente. Le bout de l'épée plonge dans le sol près du garçon, et un chevalier s'incline en signe de révérence, prêtant serment de loyauté au jeune seigneur à voix haute. Dal se souvient de quelque chose que son père disait autrefois, la peur garantit la loyauté. En regardant cette scène, le garçon comprend qu'il s'agit d'une vérité simple. Plus tard, l'événement continue avec des nobles buvant et parlant. Yon quitte la salle avec deux amis. Alors qu'un d'eux boit directement de la bouteille, il remarque que le jeune homme ne semble pas bien. Yon répond avec déception dans sa voix. Peu importe combien il manie son sabre, cela lui paraît impossible de se rapprocher du jeune seigneur. Il croyait toujours qu'une personne n'est pas jugée à la naissance, que l'effort change tout. Mais cette idée ne fait aucun sens lorsqu'il pense au fils aîné de la maison Saxon. Réfléchir là-dessus le rend encore plus en colère, alors il demande à ses amis d'arrêter de poser des questions et boit avec eux. Le groupe se rassemble autour du feu de camp. Yona remarque avec un dédain que les femmes à l'événement étaient partout sur un gamin de 11 ans. Des nobles feignant d'être modestes juste pour attirer l'attention d'un enfant. Pathétique. Quand on enlève les titres, les gens sont tous pareils. Et avec un sourire déformé, il ajoute que Dal probablement ne sait même pas quoi faire de tant d'attention féminine. Puis il réalise qu'il n'est plus seul avec ses amis. Dal lui-même est là.
Les autres hommes se lèvent d'un bond en alarme, demandant quand le garçon était arrivé. Avec une arrogance facile, le jeune homme s'assoit près du feu de camp comme s'il avait été invité. Il prend une bouteille et demande à Yona de verser. Alors que le jeune homme verse, Dal lui demande s'il ressent de la rancune envers le monde. Pour le garçon, le monde est injuste et absurde parce qu'il n'y a pas une seule chose que les humains peuvent décider par eux-mêmes. Du talent dont ils naissent jusqu'à l'environnement dans lequel ils grandissent, tout est au-delà du contrôle de qui que ce soit. Avec un air amical, il pose sa main sur l'épaule de Yona et lui dit de ne pas être trop dur avec lui-même parce qu'il n'y a pas de destin de musique qui puisse être changé par ses propres mains. Yona entend cela et commence à rire, un rire qui ne s'arrête pas. Puis, avec un sourire fatigué, il admet que le jeune seigneur a probablement raison. Que peu importe combien il poussait lui-même, il n'a jamais vraiment eu une chance. Musique Dal dit qu'il est devenu assez attaché au jeune homme, à lui et à sa compagnie mercenaire. Puis il demande s'ils ne voudraient pas mettre leurs épées au service en nom de la maison Saxon. La proposition laisse Yona complètement perplexe. Dal expose le projet. Les corbeaux de nuit, son ordre de chevalier, peuvent entraîner les hommes de Yona avant la bataille imminente. De savoir manier une épée aux méthodes de cultivation d'aura. Il y avait une ironie cruelle là-dedans. Le garçon qui avait montré à Yona plus que quiconque combien le monde était injuste était maintenant le seul prêt à lui donner une chance que personne d'autre n'ose offrir. Dal explique qu'il a besoin de plus de gens de son côté et que Yona simplement se trouvait au bon endroit au bon moment. Pour le mercenaire, cela semblait comme si l'injustice du monde avait disparu d'un coup. Plus tard, le lever du jour est déjà survenu dans la grande demeure Saxon. Dans la salle de réunion du château, le duc demande un rapport de situation. Une immense chaîne de montagnes sépare le territoire du roi démon de la principauté, et la ligne défensive tient à peine. L'unité d'avant-garde a commencé à se replier depuis la 9e forteresse en même temps que les lords du Nord, mais avant de renoncer au terrain, ils ont brûlé tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter. Si la défense tient sa position pendant le repli, l'ennemi atteindra la rivière supérieure Saxon épuisée, et là les soldats peuvent bloquer et anéantir la force principale. Le moment est venu de déployer l'armée de campagne. Le duc ordonne aux lords d'être informés et aux troupes de se préparer à marcher. Avant que tout le monde ne se disperse, Musique Alan demande à parler avec Dal en privé. Il placera la force mobile entièrement sous le commandement de son fils, et une fois que le conflit de grande ampleur commence, Dal sera seul au commandement, mais Safia a décidé de rester à ses côtés. Cela surprend le jeune homme. Ce n'est pas le principe de la Tour Bleue d'intervenir dans les conflits mondiaux. Alan réfléchit que l'elfe est déjà le plus grand conseiller pour la maison Saxon, et que la lutte contre les barbares ne peut guère être appelée un conflit mondial. Inquiet, Dal demande si c'est vraiment le souhait propre de son enseignant. Le duc le confirme et ajoute que son fils a prouvé ses capacités à la victoire du point tournant noir et blanc. Il réussira certainement maintenant. Dal est d'accord, mais dit qu'il a une autre demande. Avec une expression inquiète, le duc demande ce que c'est. Le jeune homme demande que l'assassin au sabre fantomatique soit affecté à son unité. Charlotte met son casque de cuirasse avec l'expression de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. Dal est surpris par une telle confiance. Elle explique qu'il s'agit parce qu'elle est le chevalier gardien qui se tiendra aux côtés du célèbre jeune maître noir. Le jeune homme dit qu'elle ressemble maintenant à un vrai chevalier, plus une petite fille, mais quelque chose la tracasse. Il se souvient de l'expression sinistre dans les yeux d'un chevalier et Musique décide de demander à son ami une promesse, qu'elle fasse tout ce qu'il faut pour rester en vie. Charlotte répond que risquer sa vie pour son seigneur est le devoir d'un chevalier. Dal demande si elle veut qu'il lui enseigne le véritable devoir d'un chevalier et répond lui-même. Ne trahis jamais la confiance de ton seigneur, et ce qu'il veut c'est qu'elle ne meure pas parce que ce champ de bataille n'était pas fait pour elle. Charlotte dit qu'elle portera cela dans son cœur. Peu après, l'armée d'or commence à se déplacer vers le sud, et la force principale dirigée par le duc part en marche. Dal se dirige vers le haut de la rivière Saxonne avec Bal, Charlotte, son enseignant Sefia, et son ordre de chevalier. Tandis qu'il monte à cheval, il regarde derrière lui et prend en compte ses forces alliées. Il sait que depuis ce moment-là, Sefia n'est plus seulement son enseignante. La lune est encore en train de disparaître du ciel quand ils atteignent le camp au haut de la rivière Saxonne. Sefia marche dans les environs. Dal la trouve avec une expression sérieuse et va droit au but. Il veut savoir pourquoi elle a accepté sa proposition de son père. L'elfe répond qu'elle suit simplement l'appel de sa vie, qu'elle a promis de rester à côté de Dal. Le jeune homme sourit et la remercie, mais un bruit coupe court la conversation. Dal crie pour que les forces mobiles se préparent au combat. Les orques ont atteint le camp et font leur premier mouvement avant même que les soldats n'aient une chance de réagir. Bal se précipite, visiblement anxieux, pressant le jeune leur d'ordonner rapidement. Les orques poussent pour traverser la rivière et avancer directement. Dal ordonne à Bal de prendre 4 bataillons et lancer une attaque immédiate sur le front, tuant chaque ORC avant qu'il ne puisse former un pont. Lui-même s'occupera des 2 autres bataillons pour frapper le Musique la queue. Les archers préviennent que les monstres sont déjà très proches. Bal crie à ses soldats de ne laisser aucun d'eux atteindre la rive. Une pluie de flèches s'abat sur les orques tandis qu'ils avancent. Les chevaliers de Dal suivent la stratégie. Tendu, Musique le jeune leur espère que Bal tiendra assez longtemps. Mais alors qu'il monte à cheval le long du chemin, 2 figures voient les guettes derrière une roche en attendant que le héros passe. Les archers travaillent sans relâche pour repousser l'avance des orques. Avec la position dominante de leur côté, ils peuvent viser avec précision, même les monstres montés sur des loups.
Mais un des loups gagne en vitesse et saute droit dans la ligne d'archers. Il mord le bras d'un soldat avec une force brutale. Le cri résonne sur le champ de bataille. Même ainsi, les orques atteignent finalement le pont. L'ordre musique est clair. Exposez-les un par un et laissez aucun d'entre eux passer. Après une longue marche forcée, les unités arrières de l'ennemi doivent être à leur limite. Dal planifie de traverser les eaux peu profondes en amont et d'attaquer par derrière, mais pour cela, Bal doit tenir encore un peu plus longtemps. Un soldat tombe. Une massive brute orque lève son hache et fixe du regard les hommes encore debout. Puis l'explosion vient des lignes arrières de l'ennemi. Dal a atteint la position prévue. Bal saisit le moment et donne l'ordre d'avancer en première ligne. L'ennemi est coupé du reste et maintenant il est temps de boucler l'enfermement avec la cavalerie du jeune seigneur. Les soldats ne montrent aucune pitié. Dal s'apprête à tirer son ombre et un éclair d'énergie projectile commence à balayer les brutes orques un par un. Les troupes gagnent en confiance en voyant leur seigneur mener l'assaut, mais Dal ne remarque pas la brute qui se rapproche derrière lui. Charlotte apparaît avant que le monstre n'agisse. Un coup de sabre propre abat l'ennemi et elle dit à Dal de ne pas s'inquiéter. Elle a tout sous contrôle. Près d'elle, Séphie est aussi poussée à ses limites sur le champ de bataille et prévient, si cela prend encore plus longtemps, les brutes vont réorganiser leur formation. Bal utilise sa lance pour renverser quiconque s'approche, mais il y a toujours trop d'orques. Bientôt, il prévient que les monstres se regroupent pour un contre-attaque. Dal ordonne une retraite immédiate. La cavalerie commence à se retirer des orques montés sur l'eau. L'objectif a déjà été atteint. Il n'y a pas besoin d'une victoire totale. Le plan maintenant est de faire venir les ennemis dans un point où leurs renforts ne peuvent plus suivre, puis éliminer les survivants. C'est alors que Séphie remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parmi les loups, il y a un cheval et sur ce cheval, une figure voilée avec de l'énergie feu se formant dans la paume de sa main. Séphie crie à Dal de s'éloigner et en même temps commence à charger de l'énergie glace. Elle la lance derrière eux. Une barrière massive se forme sur le chemin, gelant tout ce qui est sur son passage, mais la figure voilée avait déjà assez d'énergie. L'attaque flamboyante vole vers le blocus. Feu et glace entrent en collision dans un affrontement de magie. La barrière tient pendant un moment, puis cède. Les flammes déchirent la glace et atteignent un soldat. Rien ne reste. Le corps disparaît complètement. Les yeux de Dal s'écarquillent. Ce n'est pas un feu ordinaire. Il donne l'ordre à toutes les unités de se disperser. C'est un purificateur de la Tour Rouge, un pyromancien. Des mages de combat avec une seule mission, brûler les ennemis de l'Empire et de la Tour. Séphia et Dal en arrivent à la même conclusion au même moment. Ils visent le jeune seigneur. Dal crie pour que tout le monde continue à avancer et reste dispersé. Charger en formation contre des mages de la Tour Rouge est comme marcher vers sa mort. Mais s'ils se dispersent trop, les orques vont les déchirer. Il n'y a pas de solution propre, et Dal sait qu'il pourrait devoir utiliser son pouvoir secret. Avant qu'il ne puisse décider, une voix l'appelle. C'est Séphia. Elle arrive à cheval et lui demande de descendre de son cheval pour qu'elle puisse accomplir son devoir en tant que maître. Dal la regarde avec un regard pesant. Puis il arrête son cheval, prenant tout le monde par surprise. Il appelle un autre soldat et ordonne au reste de la cavalerie de continuer à exécuter l'ordre précédent. Charlotte doit transmettre le message au duc immédiatement. La fille se rebiffe. Elle dit que son devoir est de protéger. Jeune seigneur. Dal se répète lui-même. C'est un ordre. Elle ne devrait pas s'inquiéter. Va simplement. Reluctame, Charlotte hoche la tête, tourne son cheval et part au galop. Dal sait que fuir n'est pas une option pour le moment. Séphia demande surprise s'il avait prévu de s'échapper. Il répond qu'il ne l'a pas fait. Il ne laisserait jamais son maître seul dans une situation comme celle-ci. Alors qu'elle se prépare à son prochain coup, Séphia montre qu'elle a enfin compris le tableau complet et remercie Dal pour avoir pris en compte ses plans. À ce moment-là, l'un des loups montés par les orques charge furieusement sur eux deux. Séphia rassemble de la puissance dans sa paume et conjure des cristaux de glace, lançant le sortilège vers l'ennemi. Un hurlement perçant résonne à travers le champ alors que les créatures se figent en place. Les orques neutralisés sur leurs montures immobiles. Même le cavalier venant juste derrière eux perd toute chance de progresser. Dal prévient, leur adversaire est un vieux bleu, un mage du 6e cercle. Quiconque oserait les affronter devrait être prêt. Puis, sans hésiter, il demande ce sont leurs vrais objectifs et pourquoi la Tour Rouge conspirerait avec des démons. L'homme à capuche répond que Dal n'est rien d'autre que du combustible pour le feu. Il jette une boule de feu sur lui, déclarant que leurs vies serviront de sacrifice au rouge. Séphia se place devant son élève et conjure la dissonance bleue, un sort capable de désintégrer d'autres sorts. En un clin d'œil, toute cette énergie disparaît. Profitant de l'ouverture, Dal ordonne aux chevaliers saxons d'avancer. Les attaques ennemies ont été neutralisées. Levez les lances. Avancez. Les unités obéissent sans hésitation, poussent en avant contre les monstres et les abattent un par un. Regardant la boucherie de loin, le duc remarque que ce que les jeunes mages affrontent maintenant va bien au-delà des combats ordinaires. Ce qui les attend est l'abîme véritable, le chaos, la peur et le mépris tous entremêlés. C'est pourquoi il leur prévient, ne vous accrochez pas à la victoire ou à la défaite. Que le chaos et la mort deviennent du carburant. Musique portez la peur en vous, mais ne laissez jamais qu'elle prenne le dessus. Allen ordonne aux mages saxons de graver cette boucherie dans leur mémoire et d'en faire la force pour façonner l'avenir. Puis il se tourne vers Eri,
qui répond par un salut. Le duc déclare que le moment est venu d'envoyer les enfants au point de passage. Harry est d'accord. Musique, c'est alors que Charlotte apparaît en hâte, visiblement perturbée. Elle ôte son casque pour se faire reconnaître et prévient sans tergiverser, le jeune seigneur est en danger. Des chevaux chargent vers le conflit. Les troupes de Dal sont déjà en train de repousser l'ennemi quand un pyromancien commence à concentrer de l'énergie dans son bras et la lance sur les chevaliers avec toute sa force. Dal et Séphia réagissent, contrecarrant l'attaque par leur propre sort. Le choc entre eau, glace et feu forme une barrière colossale qui bloque complètement l'avancée de la cavalerie. Dal décide de riposter en utilisant des fragments du mur gelé. La technique, Shadow Magnum, tire des projectiles à haute vitesse sur les figures à capuche. Des attaques capables de tuer instantanément si elles atteignent leur cible. Mais les ennemis étaient déjà prêts. Il lève une aura de feu qui neutralise les projectiles et Dal réalise qu'il est en train de manquer d'options. Cette armure flamboyante n'est pas un équipement ordinaire. Elle a même résisté à l'attaque de Séphia quelques instants auparavant. L'un des lanciers se rapproche et crie que les flammes du pyromancien prendront fin là. Les figures à capuche concentrent encore une fois leur puissance, et dans un contre-attaquant brutal cause. Les armes des lanciers se mettent en feu alors qu'ils les traversent. Les purificateurs avancent dangereusement vers Séphia. Dal se place devant et les tire des projectiles d'énergie sombre. Les coups atteignent les ennemis avec précision. L'un des figures à capuche s'effondre et Dal utilise l'ouverture pour exiger des réponses. Quels sont leurs objectifs? Pourquoi l'attaque? L'ennemi répond que bientôt le monde entier sera consumé par les flammes. Alors qu'il parle, son corps commence à changer. Tout brûlera, dit-il, musique et ils se relèveront des cendres. Dal comprend immédiatement ce qui se passe. Le pyromancien utilise un sortilège de self-destruction. L'armure ne sert pas seulement comme protection, mais aussi comme moyen d'immoler le corps de l'utilisateur. Il ordonne à Séphia de reculer immédiatement. L'ennemi hurle que c'est déjà trop tard. L'explosion est massive, comparable à une bombe dévastatrice. Une traînée de destruction se répand sur toute la zone. Quand le nuage de poussière se dissipe, Séphia est allongée près de Dal, qui lutte pour se relever. Il regarde son maître, toujours vivant. Le bouclier de glace créé avant l'explosion a suffi à empêcher le pire. Même les chevaliers du corbeau de nuit sont renversés par l'impact. Puis un autre pyromancien apparaît. Il remarque que le jeune seigneur est encore debout et se dirige directement vers lui. La main de l'ennemi se referme trop vite, à peine le temps de réagir. Même ainsi, Dal rassemble ses forces et pousse en avant. Avec un mouvement précis, il abat l'adversaire avec son épée. Musique, l'ennemi commence à brûler, comme celui d'avant, mais cette fois Dal est déjà clair et le termine. 2 de moins. Dal a supporté tout cela jusqu'à ce point, attendant la bonne ouverture. Les souvenirs lui traversent l'esprit rapidement. La douleur, la torture, les modifications qu'il a subies. Il fait face au prochain adversaire avec un regard qui ne laisse place à aucun doute. Ne pense même pas à fuir. Il paiera 1000 fois tout ce qu'il a souffert. Avec effort, Séphia parvient à se relever. Tout autour d'elle, des cris de douleur et d'agonie résonnent sur le champ de bataille. Au milieu du chaos, Dal fait face au pyromancien complètement seul. Sans hésitation, le garçon charge l'un des ennemis. L'adversaire explose enflammé comme une bombe, incinérant les chevaliers encore debout. Les corps de ceux qui avaient juré de protéger le duc sont consumés et déchirés dans un ouragan de feu, tandis que les pyromanciens rient comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mais parmi tous sur le champ de bataille, la véritable incarnation de l'enfer était Dal. Les ennemis réalisent que la self-destruction ne fonctionne plus et crient pour attaquer en même temps. L'un des figures à capuche, blessé, musique se plie de douleur. Un autre charge droit sur le protagoniste et reçoit un coup fatal. C'était comme si toute la douleur qu'il avait contenue au fil du temps était libérée là, en ce moment. Avec chaque mouvement, avec chaque attaque, musique Dal transformait sa propre souffrance en lame. Les pyromanciens tentaient de se défendre, explosaient enflammés, mais ne causaient aucun dommage du tout. Ceux qui restaient regardaient la scène, incrédules. Pour eux, le jeune homme devant eux n'était pas seulement un ennemi. Il était l'incarnation même de la vengeance. Dal s'approche des survivants et déclare froidement que leur mission a échoué. Il ne pourrait jamais le tuer. L'un des pyromanciens recule, musique se demandant si Dal ose parler de victoire après tout ce qu'il a vu. Même avec la tour de magie noire détruite, les ennemis n'ont montré aucune peur du tout. L'homme déclare que tout le monde là-bas était déjà prêt à mourir, qu'ils avaient même sacrifié leur propre corps pour cela. L'attitude surprend Dal. Il réalise qu'il fait face à quelqu'un prêt à agir en kamikaze. L'ennemi charge et explose enflammé. Une nouvelle explosion se forme dangereusement près. Même ainsi, après l'impact, Dal reste debout, complètement indemne. Et à la surprise de tous, le purificateur, qui aurait dû être détruit, est aussi encore vivant. Puis une figure apparaît à cheval, approchant avec autorité. C'est le Seigneur Noir, le duc, arrivant pour protéger son fils. Il affirme que se préparer à mourir est une chose relativement facile. Avec calme imposant, il questionne les pyromanciens s'ils ont la volonté de vivre, car vivre, selon lui, demande bien plus de courage que simplement accepter la mort. Enragés, les ennemis chargent le nouveau venu, l'accusant de parler des inepties. Un fracas et une explosion marquent le clash entre eux, mais encore une fois, le pyromancien en sort entier.
Le duc le regarde froidement et demande s'il ne comprend toujours pas. Halen n'a tout simplement pas accordé aux pyromanciens la permission de mourir. Dans cet endroit, il n'y avait pas de chemin vers la mort par leur propre volonté. L'homme concentre une énergie violette dans sa main, un sortilège, une fusion abominable lancée directement contre les purificateurs restants. Les corps des ennemis commencent à se désagréger lentement, comme s'ils fondent. Peu à peu ils cessent d'exister en tant qu'individus et disparaissent du champ de bataille. À leur place, une masse grotesque de yeux entrelacés, de bouche et de dents se lève devant le duc. Avec un calme froid, Halen déclare musique que vivre peut être bien plus douloureux que d'être prêt à mourir. Sans aucun intérêt, il déclare qu'il ne demandera pas pourquoi ils ont choisi de se ranger du côté des orques ou tenter de tuer son fils. Après tout, ils avaient déjà jeté leur propre vie. Comme leur sentence, il décrète qu'ils vivront éternellement sous cette forme monstrueuse. En même temps, l'un des soldats tombés appelle le jeune seigneur d'une voix faible. Même au bord de la mort, il demande de remplir son devoir en tant que chevalier du corbeau de nuit. Dal s'approche et soulève délicatement le corps du guerrier. Avec respect, il dit qu'il comprend son souhait et assure qu'il lui-même ainsi que toute la maison saxon ne l'oublieront jamais. Le bras du soldat tombe mollement. En silence, il prend congé de la vie. Le duc s'approche et appelle son fils. Il remarque que les pertes ont été sévères, mais Dal répond qu'il n'a pas d'excuse. Le père demande s'il se blâme en tant que commandant et le garçon avoue aux musiques qu'il a conduit les chevaliers saxons à leur mort, qu'il aurait dû ordonner un repli dès le début. D'une voix calme, le duc lui demande de ne pas porter ce poids seul. L'intention avait été de faire face à des dizaines de chevaliers orques et purificateurs pratiquement par lui-même, avec seulement ses filles à ses côtés. Finalement, le jeune homme a fait tout ce qui était en son pouvoir. Dal baisse la tête, encore incapable d'accepter pleinement cette victoire. Les chevaliers saxons ont laissé des mots demandant la permission de remplir leur devoir même après la mort. Cela signifie que la bataille n'est pas encore terminée. Le corps du soldat qui vient de tomber commence à se relever, et Dal demande au duc de permettre aux chevaliers de mener leur mission jusqu'au bout. En même temps, dans un lieu éloigné, nous voyons la célèbre tour de magie rouge. Là-bas, un homme roux est accompagné par une jeune blonde. Femme. Le cadre se révèle être la chambre du marquis Yuri. Avec un sourire doux, l'homme demande si elle avait fait de beaux rêves. La fille répond qu'elle en a fait et remarque qu'elle pourrait toujours être en train de rêver. Après tout, être seule avec quelqu'un connu comme le plus beau homme de l'Empire est un grand honneur. Dans un ton léger, elle demande s'il est vraiment aussi charmant, et le jeune homme répond qu'elle devrait voir par elle-même. Les deux se rapprochent et partagent un baiser intense, mais quelque chose d'étrange attire l'attention de la jeune femme. Des gouttes d'un liquide rouge commencent à tomber au sol, et un goût métallique fort envahit sa bouche. Surprise, elle réalise ce que cela signifie, mais l'homme pose déjà sa main sur son visage. Il la regarde avec un cynisme froid, tenant son menton, et demande dans un ton aux musiques profondément perturbant si le breuvage lui plaît. Le jour commence à se lever. Au loin, de la fumée s'élève encore du champ de bataille. Un ORC survivant continue de combattre, poussant contre les chevaliers restants. Le casque ressort parmi eux, esquivant les attaques et bloquant les coups brutaux de l'ennemi avec son immense épée. L'adversaire qu'il affronte n'est pas un adversaire ordinaire. C'est le chef de guerre ORC, le leader de cette force ennemie. Le jeune seigneur ordonne alors au casque de battre en retraite, déclarant que la défaite des orques est sa responsabilité et celle de ses chevaliers. Sans hésitation, Dal avance à côté de ses troupes. L'un des chevaliers va droit pour le commandant ennemi. Le casque observe la scène, stupéfié. Cette formation d'attaque ne serait possible que sous le contrôle d'un nécromancien extrêmement habile. Les morts-vivants avancent avec une précision chirurgicale, affrontant l'ORC avec une efficacité troublante. Soudain, les yeux de la créature commencent à briller. Le monstre laisse échapper un cri perçant, puissant au point d'endommager les soldats voisins. Le casque donne l'ordre d'une retraite immédiate. Cette menace était au-delà de ce qu'il pouvait gérer, mais il ignore l'ordre et continue d'avancer. Il sait que son musique pouvoir n'est toujours pas suffisant. Pour gagner, il a besoin de devenir encore plus cruel et terrifiant. À cet instant, la petite fille liée à son pouvoir, l'entité du livre des chèvres, demande s'il veut qu'elle l'aide. Dal refuse. Ce n'est pas le moment pour elle d'intervenir, et utiliser ce pouvoir devant tout le monde serait trop risqué. La petite fille lui serre chaudement la main et dit qu'elle ne fera jamais rien que son maître déteste. Elle demande seulement qu'il joue avec elle autant qu'il veut. L'énergie sombre de Dal commence à grandir, se répandant vers l'ORC. Une ombre sinistre surgit sous ses pieds. Même ainsi, le chef de guerre ne montre aucune peur et charge en avant, musique arme à la main. Dal active le skill Shadow Stalker. Le coup atteint directement le front de l'ennemi. Des ombres jaillissent du sol et transpercent le corps de l'ORC à plusieurs points simultanément. Le leader ennemi tombe, enfin vaincu. Avec cette victoire, le jeune maître gagne un nouveau titre devant tous, l'homme qui a défait le chef des orques pendant les invasions barbares, le redouté prince noir. La scène change. Nous sommes ramenés à la tour de magie noire. Le duc demande à Harris si l'enquête sur les purificateurs a donné des résultats. Elle répond que non. Musique, ils ont envahi les esprits des ennemis pendant 3 jours et 3 nuits, mais la plupart des fonctions cérébrales avaient déjà été retirées. La magie d'effacement des mémoires était impliquée. Il était clair que ces hommes avaient déjà été préparés à être capturés et qu'ils savaient en avance que Dal se séparerait de la force principale. Pour avancer avec la cavalerie.
Harris demande si Alan soupçonne quelqu'un. L'homme répond seulement qu'il pourrait ne pouvoir être que de véritables monstres. Surprise, elle demande si cela signifie que les anciens extrémistes de la Tour Noire conspiraient avec la Tour de magie cramoisie. Alan explique, pendant la guerre d'unification de l'Empire, il y avait une unité non officielle qui rassemblait des mages de la Tour Noire et de la Tour Cramoisie pour des investigations académiques conjointes. Après la fin de la guerre, le groupe a été dissous et tous les dossiers effacés. Sous le commandement du Duc Noir, la Tour Noire avait décidé de couper toute relation avec l'obscurité de cette époque. Même ainsi, certains extrémistes ont continué à chercher la vérité interdite. Les vents de la purification peuvent souffler encore une fois. Le duc est d'accord. L'hypothèse est assez probable. Plus tard, Dal se retrouve dans le lieu où reposent les corps des chevaliers tombés, l'atelier souterrain du Duc Noir. L'agis ceux qui lui ont fait confiance et l'ont suivi jusqu'à la fin, et même après la mort, restent à ses côtés. En tant que leur leader, le garçon ressent le poids de cet sacrifice. Alors, il demande à son père comment fonctionne l'ordre d'animer les morts vivants. Le duc reconnaît le potentiel de son fils, mais pose une question, si le garçon sera capable de se libérer de l'obscurité dont même lui ne s'est pas échappé. Il déclare ensuite que lorsque Dal grandira et surpassera son père, toute l'armée sombre deviendra naturellement la sienne. Dal comprend immédiatement ce que cela signifie. Pour atteindre cette position, il aurait besoin de vaincre le plus grand mage des ténèbres du continent, son propre père. Sans hésiter, il demande s'il peut lui défier en duel sur le champ. Le duc accepte d'entendre les termes. Dal ne demande qu'une chose, que son père se batte avec tout ce qu'il a. L'homme accepte, disant à son fils de venir le chercher avec tout ce qu'il possède. Dal fait apparaître 2 chevaliers noirs musiques pour l'aider. Le duc observe l'enchantement avec intérêt. C'est impressionnant. Même ainsi, il esquive les attaques des créatures avec facilité. Dal déclare alors que si les attaques sont coordonnées, il n'y aurait pas d'évasion possible et active Shadow Stalker. Les lames avancent simultanément vers le visage du duc, mais quelque chose d'inattendu se passe. Les chevaliers s'arrêtent complètement. Le duc explique calmement que dans un duel entre mages des ténèbres, perdre le contrôle de ses propres ombres est extrêmement dangereux. Les yeux de Dal s'écarquillent devant le pouvoir de son père. Musique, puis il se souvient, l'obscurité flue toujours vers où elle est la plus profonde et dense. Il n'y a pas d'autre choix. Il doit concentrer toute sa pensée, comme il l'a déjà fait auparavant. Les chevaliers commencent à bouger de nouveau. L'un d'eux frappe le duc avec un coup direct à la tête. La tête de l'homme roule sur le sol. Dal est figé, incapable de croire ce qu'il voit. Mais le duc déclare calmement que c'était impressionnant pour le garçon de retrouver le contrôle des ombres, et alors la tête commence à revenir vers son corps. Dal regarde en totale incrédulité tandis que son père explique qu'il ne permet simplement pas sa propre mort. C'est le résultat de sa capacité à manipuler la réalité elle-même. La magie transforme l'imagination en existence, et aux musiques sommet, il devient possible de distordre même les lois du monde, comme lorsqu'il a retiré le pouvoir explosif du purificateur. Dal comprend finalement une vérité inévitable. Depuis le début, ce duel était un combat qu'il ne pouvait jamais gagner. Le jour se lève paisiblement. Pas longtemps après la fin des invasions barbares, un envoyé impérial arrive avec une clarté. Mission de garder la maison Saxon sous la surveillance directe de l'empereur. Le messager déclare que l'empereur était profondément satisfait par la loyauté et le bon jugement montré par la famille, et fait une mention spéciale au prince noir, qui, malgré son jeune âge, a déjà bâti une réputation reconnue à travers toute la cour. Comme récompense, musique et aussi pour favoriser des liens plus étroits entre les tours noires et rouges, une invitation arrive. Le jeune maître est appelé à passer un certain temps à l'académie de la Tour Rouge Magique dans la capitale impériale. Alan ne fait aucun effort pour cacher sa préoccupation. Pour lui, envoyer le garçon à la capitale en ce moment est extrêmement dangereux. Même ainsi, le jeune homme semble prêt à se jeter droit dans un piège. Il explique que le fils du marquis Julius viendra également résider à la Tour Noire Magique comme partie de l'échange. En pratique, les deux côtés garderont les héritiers l'un de l'autre sous surveillance, et aucun ne pourra se permettre d'agir imprudemment. Le duc reste inquiet et demande si le jeune homme a déjà oublié l'attaque du purificateur. Le garçon répond qu'il doute que quelqu'un dans la capitale impériale ose poser la main sur le successeur du duc noir. Du point de vue de l'Empire, il n'est plus seulement une menace. Il est un pion trop précieux pour être jeté. Le père lui demande alors comment il explique l'attaque récente. Le jeune homme argue que la Tour Rouge a probablement juste testé ses capacités, musique et que le marquis Julius devait être curieux de mesurer sa force. S'ils avaient vraiment voulu sa mort, ils n'auraient pas envoyé un si petit groupe. Le duc demande quel est le véritable objectif de ce voyage. Le jeune homme répond qu'il veut voir l'Empire de ses propres yeux, et que puisque musique la Tour Rouge a provoqué, il est naturel qu'il réagisse en conséquence. Alan baisse la tête, déchiré. Musique il comprend le raisonnement et c'est au fond de lui que le garçon a raison. Toujours est-il qu'il donne une dernière mise en garde. Dès qu'il mettra le pied dans la capitale, tout le monde le verra comme un enfant. Le jeune homme dit qu'il tiendra cela à l'esprit. Avec sa main sur son cœur, il déclare qu'il fera tout pour son père et pour la maison Saxon. À des lieues de là, à la Tour Rouge Magique, quelqu'un montre une grande excitation. Un jeune homme aux cheveux rouges remarque qu'il ne peut pas attendre pour cette rencontre. Pour lui, la jeunesse est la phase où la curiosité l'emporte sur la peur. À côté de lui repose une jeune femme blonde déjà sans vie.
Le garçon la regarde et commente qu'elle n'a jamais pris le temps de réfléchir à quoi que ce soit et s'est finalement fanée comme cela. Même ainsi, il reconnaît que son fluide rouge était vraiment magnifique. Dans un ton presque musique poétique, il dit qu'une mort rapide peut être une bénédiction,